Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un podcast que vous écoutez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois je devrais dire maintenant. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts du ministère de l'Intérieur qui ont compté, des personnes qui parfois ont bénéficié de notre action de protection et aussi des grands témoins, des personnes de la société civile qui de près ou de loin ont eu à connaître des actions du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui on va parler du travail des sapeurs-pompiers, notamment en mettant en regard la filmographie extrêmement importante, les films, les séries qui parlent de ce beau métier de sapeur-pompier et un pompier qui fait ça tous les jours. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par une petite question en vous demandant ce que vous faisiez chacun d'entre vous le 15 avril 2019 aux alentours de 19h. Alors je pense que si je vous dis ça, vous n'allez pas savoir, mais si je vous dis que c'est le jour où la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu, là je pense que tout de suite vous saviez ce que vous faisiez à ce moment-là. Certains étaient dans les transports en train de rentrer du travail, d'autres étaient devant la télévision, horrifiés par ce qui était en train de se passer. Ce jour-là, du 15 avril 2019, le monde entier finalement avait les yeux rivés sur Paris et sur sa cathédrale en proie aux flammes. Avec nous pour en parler, Rémi. Rémi, tu étais un des pompiers qui est intervenu ce jour-là. Est-ce que tu peux déjà te présenter, parce qu'on a envie de te connaître, nous dire où tu étais en poste et finalement comment tu as été amené à intervenir sur cet incendie très particulier? Alors, je vais me présenter très rapidement. Je suis l'adjudant Le Maire Rémi. J'ai un peu plus de 20 ans de service. J'ai 42 ans. 15 avril 2019, c'est une journée que je me souviens très bien, comme beaucoup de monde. Et je n'étais pas de garde. J'étais ce qu'on appelle ça la position de réserve. C'est-à-dire, je travaillais de 8h à 17h. Mais j'avais une grosse revue par rapport à mes fonctions qui commençait le lendemain, le mardi, sur la revue de tout notre matériel incendie. De la caserne de Masséna. Une inspection, quoi. Une inspection, on peut dire ça. Et quand le premier ordre de départ est parti pour le feu sur la cathédrale Notre-Dame aux alentours de 18h45, si je ne me trompe pas, je suis sorti, j'ai regardé, j'ai vu plusieurs camions partir. J'ai vu mon chef qui commandait à l'époque la caserne de Masséna, lui échanger sur pour quel motif il partait et sur quelle adresse. La particularité, c'est que moi j'ai travaillé à l'ancienne caserne de Poissy et je connaissais très bien la cathédrale Notre-Dame. J'avais toujours dit c'est impossible que cette cathédrale puisse brûler. Et donc à l'issue de leur départ, je suis parti tout de suite au poste opérationnel, là où nous recevons les ordres de départ pour sélectionner nos engins. J'ai regardé les premiers renseignements, j'ai entendu à la radio que ça commençait à s'agiter, tout ça. La particularité de Masséna, c'est un grand bâtiment. Il y a 18 étages, donc je suis monté tout en haut pour avoir une vue parisienne, j'ai envie de dire. Et de loin. Donc sur le toit, tu es monté sur le toit avec un de mes camarades. Et nous sommes montés et de loin, nous avons vu un panache de fumée grisâtre, blanchâtre, jaunâtre avec le cuivre, tout ça. Et là, je me suis dit, effectivement, la cathédrale brûle. Donc j'ai très vite compris. À ce moment-là, on est resté 2-3 minutes sur la terrasse. Nous sommes vite redescendus au poste opérationnel. On a écouté les premiers messages. Tout de suite, il y a eu des gros volumes d'engins qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire on a envoyé beaucoup de renforts, de camions, des grandes échelles. Tout à fait, beaucoup d'engins pompes. Des engins à pompe. Et des échelles et ainsi de suite. L'officier qui dirigeait la caserne était sur l'intervention et bien entendu, l'intervention allait durer plusieurs heures. Donc ils ont appelé directement son adjoint pour couvrir tout le secteur de la 2e compagnie du 13e arrondissement plus particulièrement. Je me suis proposé d'être le conducteur de cet officier. Nous sommes partis sur l'incendie il était aux alentours de 20h. Étant donné que j'étais un ancien de la caserne de Poissy, je connaissais très bien le cheminement pour aller sur la cathédrale Notre-Dame. T'étais un bon chauffeur. T'as trouvé les moyens d'aller le plus vite J'ai roulé très vite, j'ai essayé de prendre la voie la plus rapide. Donc on a garé notre véhicule à l'hôtel de ville et on a fini à pied en traversant le pont, on est arrivé au niveau de l'hôpital Hôtel-Dieu et là ça grouillait de monde. Avec mon chef, on s'est mis à disposition, ça a duré 5 minutes, on est resté sur le côté et après on m'a donné une mission de distribuer des chasubles aux différents chefs de secteur. Les chefs de secteur, c'est ceux qui occupaient une face de la cathédrale. C'est vrai que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais en fait tout ceci est très organisé. C'est une espèce de fourmilière, mais le début d'intervention pour les sapeurs-pompiers, c'est vraiment d'organiser les choses pour que chacun ait un secteur, chacun ait une mission et chacun soit bien employé finalement. Tout à fait. En fait, quand on a un volume d'engins, chaque ordre a une mission. On a un chef, on a une hiérarchie à respecter, tout ça. Et après, par rapport aux ordres, bien entendu, on doit obéir aux ordres, les missions. Et le commandant des opérations de secours a fait une très grosse demande de moyens.
Après est venu se greffer plusieurs engins qui se sont remis à la disposition du commandant des opérations de secours. Et après, ainsi de suite, le général a été commandant des opérations de secours étant donné l'ampleur du sinistre. Et je crois que tu as été, toi particulièrement, à l'initiative d'une mesure qui a permis d'aider à l'extinction du feu et à la sauvegarde de certains biens à l'intérieur de cette cathédrale. Alors, j'ai contribué à tout ça. Alors, le fait d'arriver une heure après les premiers engins, j'ai eu j'ai envie de dire un pas de recul. J'ai pu avoir une certaine critique intérieure et de me dire mais pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça. Mais bon, si j'avais été à leur place, j'aurais sûrement fait la même chose. Et en distribuant les premiers chasubles, la première mission que j'ai eue en montant la tour sud, la cage escalier, arrivé entre les tours, environ 50 mètres sous la rosace, à 50 mètres de hauteur, je me suis aperçu que les lances, il y avait une perte de charge au niveau des lances. Les lances n'arrivaient pas à atteindre... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'eau ? Pas assez de pression, il y avait des fuites, tout ça. Et à ce moment-là, il y avait un risque, c'était que la cloche de la tour nord s'effondre et fasse écrouler la cathédrale. Donc à ce moment-là, j'ai continué à monter dans la tour sud pour aller faire un point haut. Le commandant des opérations de secours, le colonel Deblinière, a parlé à la radio en nous disant qu'il fallait évacuer la cathédrale, tous les intervenants, car il y avait un risque d'effondrement. J'ai désobéi un petit peu, car j'étais presque arrivé au sommet de la tour, donc j'ai continué. Je me suis fait un petit aperçu, une petite idée, et je suis redescendu très très rapidement. Et là, c'est là que je me suis greffé au poste de commandement. Donc là, avec tous nos chefs, les généraux, tout ça, pour acter une décision. Et c'est là que je me suis permis de proposer au général d'établir des lances au niveau du parvis, là où on n'arrivait pas à atteindre le bout de la charpente. On dit souvent que les grands chefs ont une grande capacité d'écoute et c'est ce qui s'est passé. Le général t'a écouté en fait. Tout à fait, je me suis présenté devant lui, j'ai fait un pas. Il m'a regardé un petit peu bizarrement parce que ça n'arrive pas souvent. On a souvent un peu peur de son chef, c'est vrai. Tout à fait, j'étais pas très rassuré, je l'admets. J'ai donné mon idée de manœuvre, il a entendu et pour lui c'était pas réalisable sur le coup. Un de ses adjoints s'est proposé de venir avec moi, de faire une reconnaissance, voir s'il y avait faisabilité. Et tout de suite ça a été très très rapide et on a actionné la manœuvre. Waouh! Bravo. Merci Rémi de ces explications. On va y revenir dans un instant, mais je vais présenter notre autre intervenant dans ce podcast, Maximilien. Merci à toi d'être avec nous. Alors toi, tu es acteur. Tu as fait plein de choses. Tu as joué dans plein de films. Alors moi, mon préféré parmi tous ceux dans lesquels tu as joué, c'est Valérian de Luc Besson, que beaucoup ont vu, je pense. Tu es passé par le cours Florent, par une école aussi à Londres, et tu as joué le rôle d'un sapeur-pompier dans un film récent, Notre-Dame brûle, de Jean-Jacques Hano, que beaucoup aussi de nos auditeurs, je pense, ont vu. Toi, est-ce que tu te souviens où tu étais le 15 avril 2019 quand Notre-Dame a commencé à brûler ? Ouais, je me rappelle très bien. J'enregistrais un album de musique à Saint-Ouen. Ah, tu fais ça aussi ? Je fais de la musique aussi, ouais. J'étais à Saint-Ouen, on enregistrait un album avec mon groupe. Et on venait de terminer notre journée d'enregistrement. Je crois que c'était un lundi, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on rentrait avec mon batteur chez nous dans le 18e et arrivé vers la mairie, il reçoit une notification push sur son téléphone portable et il dit ok, Notre-Dame est en train de brûler et on comprend pas très bien parce qu'on est extrêmement choqué et surpris de la nouvelle et du coup on est allé au niveau du parvis du Sacré-Cœur pour avoir un point de vue et on a vu le feu là-haut et on a vu la flèche tomber. On a vu la chute de la flèche. C'était extrêmement impressionnant parce que même de loin, même du parvis du Sacré-Cœur, c'était comme une explosion. C'était très très choquant. Donc voilà, j'étais là. Et après, je suis rentré chez moi 1 ou 2 heures après. Et les coups de fil de l'étranger, tout ça, les gens en panique. À l'époque, ma compagne était en Californie. C'était le matin chez eux. Et elle et beaucoup de ses amis se sont réveillés le matin en voyant ça. Et du coup, les coups de fil n'arrêtaient pas de passer. Ils étaient en panique, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est sûr que Notre-Dame, c'est à la fois 8 siècles d'histoire, mais c'est aussi un monument qui est connu partout dans le monde. Est-ce que tu as pensé à tout ça le jour où on t'a parlé de ce film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle ? Est-ce que ça fait partie... Moi, je connais rien au monde du cinéma. Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles on pense quand on accepte un rôle ? C'est une bonne question. Quand on nous propose un rôle ou quand on passe surtout un audition, un entretien, un casting ou une rencontre, on essaye, enfin en tout cas moi j'essaye de pas trop mettre tout ça en perspective parce que ça peut devenir très impressionnant et du coup ça peut un peu inhiber, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on se dit oh mon Dieu la tâche est tellement grande, il faut que j'impressionne, c'est une mission incroyable et en fait il faut juste, je sais pas, moi j'ai pas trop pensé à ça, évidemment ça nous passe par l'esprit
que c'est un événement extrêmement marquant de notre histoire, cet incendie, de pouvoir participer à une œuvre de fiction, reconstitution de ça avec un grand metteur en scène comme Jean-Jacques Hano, c'est sûr que c'est... Mais sur le moment, on est juste là, quoi. Alors justement, dans ce film, tu joues le rôle de Rémi. Ouais. Est-ce que d'ailleurs vous êtes rencontrés ou est-ce que c'est la première fois que ce podcast vous rassemble? Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, c'est la Alors première fois ça fait qu'on quoi se de voir son double à l'image? Mais Et ils ont bien choisi. dans la vie Ils ont bien choisi. C'est sympa. Ouais, c'est incroyable d'ailleurs de se rencontrer là comme ça parce que du coup moi je me suis beaucoup imaginé toi. Même si on n'était pas du tout, Jean-Jacques ne voulait pas du tout qu'on soit dans une sorte de reconstitution parfaite, identification parfaite au personnage. Les noms sont pas les mêmes. D'ailleurs moi je joue le sergent chef Reynald. Donc c'est mais par contre on s'inspirait quand même d'archétypes de personnalité. Il y a un truc avec la taille par exemple pour nous qui nous lie. Mais du coup c'est génial de pouvoir se rencontrer, de se voir. Comment ça se passe? Pourquoi t'as dit oui? Est-ce que t'avais déjà pensé jouer un rôle de pompier? Comment on se prépare à un rôle comme ça? Alors pourquoi j'ai dit oui, c'est pas très compliqué. Jean-Jacques Hano, c'est un grand titan du cinéma. Il y a des films que j'ai vus quand j'étais petit. Il a bercé plusieurs générations avec ses films. C'est un grand artiste et aussi un sacré bel être humain. Et du coup, quand il m'a proposé ça, j'étais extrêmement heureux. Et j'ai eu aucun doute. Oui, instantanément. Et j'étais très, très ému et heureux de pouvoir faire partie d'une telle aventure. Après, au niveau de la préparation, donc nous, on a eu la chance de pouvoir aller faire une journée au Fort de la Briche, au centre de formation de la BSPP. Il y a eu pas mal d'intervenants qui nous ont expliqué beaucoup de choses, le fonctionnement de la BSPP, comment on rentre dans la BSPP, tout ce qui est de l'ordre de la formation, des aspects techniques, la hiérarchie au sein de l'armée, au sein de la brigade. C'était une petite immersion dans ce monde-là. C'était une belle introduction. On a eu aussi, par exemple, il y a un pompier qui fait les croquis, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et lui, il était là, il nous a montré comment il faisait les croquis. C'est une spécialité d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que la BSPP qui fait ça, que la brigade des sapeurs-pompiers Tout de à Paris. fait, dessinateur opérationnel. Ouais. Donc ça, c'était une journée un peu découverte, formation. Et là, il y avait beaucoup de comédiens du film qui étaient là. On a vu les pompiers faire leur crossfit et tout, c'était très impressionnant. La vraie vie, quoi. Et voilà. Et après, on est allé faire en plus petit groupe. On a été invité à la caserne de Port-Royal. La 3e compagnie de Port-Royal. Voilà, la 3e compagnie de Port-Royal. Et là, on était en plus petit groupe. On était avec du coup le groupe, ce qu'on appelait dans le film le commando de la dernière chance. Donc c'était l'unité avec laquelle t'es monté, du coup, Rémi. Les comédiens qui jouaient, les pompiers qui sont montés avec ce commando, étaient invités à la caserne de Port-Royal. Et puis on a pu faire, là pour le coup, un entraînement un peu plus intense, avec un peu plus d'immersion. C'est-à-dire qu'on a fait une simulation d'intervention dans une tour, où on devait du coup monter des tuyaux de 70 jusqu'au tout en haut de la tour. Tu étais en tenue? Tu étais en tenue de feu? Ah ouais, avec l'ARI, on tenue de feu. ARI, peut-être pour ceux qui nous écoutent. L'appareil respiratoire isolant, c'est la bouteille d'air qu'on a dans le dos. Donc la tenue, l'appareil respiratoire, donc combien de kilos de matériel à peu près? Je me rends pas compte. Une vingtaine de kilos. Alligator Tool. Dans la tour d'instruction. Un peu plus alors. On monte à 30 kilos. Ouais, parce que moi j'avais les divisions. D'accord. Et tout ça sur la tour d'instruction? C'était sur la tour d'instruction, on arrivait en haut, on envoyait les commandes. Après, on tirait les tuyaux pour les monter. Et après, on a carrément... On a attaqué un feu imaginaire qui était sur les toits derrière la tour. Et d'ailleurs, on était là, vous êtes sûr, on peut arroser ce toit de cette école en face. Et c'était bon, donc du coup on l'a fait. Et non, ça c'était assez impressionnant. Et surtout, ça nous a permis de voir vraiment physiquement ce que ça représente de monter, je sais pas combien de marches il y a, peut-être une 70, 80, 90, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça représente de monter dans des tout petits espaces où on voit pas très bien, ou peut-être il y a une marche qui va pas, avec le poids, avec la taille. Moi, je vais me baisser en permanence, donc du coup, ça, c'était vraiment très très utile. Et après, on a utilisé une sorte d'échelle avec les anneaux là. L'échelle accrochée. L'échelle accrochée, exactement. Donc là, du coup, on a monté 2 étages. Toujours avec tout le matériel. Ouais, sans les tuyaux. Sans les tuyaux. Non, on avait l'assistance respiratoire, mais on n'avait pas les tuyaux. Et là, on a utilisé cette échelle. On a fait 2 étages comme ça. Mais c'était quelque chose. Moi, je savais pas que vous faisiez ça avec les échelles. Et voilà. Et là, on a passé 2 jours là-bas. Et c'était top pour nous parce que ce qui est utile pour nous, en tout cas pour moi comédien, c'est développer l'imaginaire. Quand on se retrouve sur un plateau de cinéma où il n'y a pas tous ces éléments, il n'y a pas vraiment la tour. Le feu il était beaucoup présent, très présent pendant le tournage, mais parfois, les flammes sont beaucoup plus grandes, on n'a pas ces flammes.
Et en fait, c'est développer l'imaginaire, voir un peu qu'est-ce qui se passe, sentir physiquement, qu'est-ce que ça fait de porter. Donc de pouvoir se préparer un peu à ça, c'est extrêmement utile. Je crois qu'il y avait quand même une volonté d'être réaliste par rapport à l'intervention proprement dite. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de pompiers ont aimé ce film. Toi, qu'est-ce que... Tu as vu le film, Rémi, j'imagine? Tout à fait, j'ai vu le film. En avant-première, peut-être. En avant-première. Mais je crois que même il y a eu des échanges entre toi et Jean-Jacques Hano. Il t'a téléphoné, c'est ça? Il m'a téléphoné il y a quasiment 2 ans de ça. On a fait une visio qui a duré à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Impressionnant. Il voulait savoir tout? Il voulait savoir exactement mon rôle, comment ça s'était passé, ce que j'avais fait. Mon rôle lui a bien plu, ma fonction, tout ça. Donc il avait vraiment envie de le montrer dans le film. Et alors quand tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors moi j'ai beaucoup aimé, très romancé tout ça, et j'ai beaucoup aimé, c'est le début du film, la vue aérienne, fin d'après-midi, le doute sur le début de l'incendie, j'ai vraiment bien aimé. Le suspense, quoi. Le suspense, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut dire, on connaît la fin, mais en fait non, il y a du suspense malgré tout. Tout à fait, et puis je pense que, je ne sais pas si un jour on saura les raisons du sinistre, mais oui, moi j'ai un très très beau film. T'étais fier aussi, j'imagine, quelque part, de voir ton rôle ou de voir ton intervention. C'est l'intervention de ta vie. Enfin, je te souhaite beaucoup d'autres interventions. Mais... Il y en a eu beaucoup. Celle-là est bien entendu très, très, très médiatique. Oui, il y a une certaine fierté, il ne faut pas se le cacher. C'est ce qu'on fait au quotidien. On essaye de faire ça au quotidien. Après, il y a une pression, comme je viens de dire, médiatique qui n'est pas évidente, mais très intéressant. Et toi, Maximilien, est-ce que ça t'a donné envie de jouer d'autres rôles de sapeur-pompier? Ah ouais, mais je referai un rôle de pompier tous les jours. Non, c'est un univers dans lequel il est c'est très enrichissant de s'y immerger, de rentrer dedans. C'est pas souvent dans les films peut-être qu'on a cette chance. Exactement, ouais. Il n'y a pas beaucoup de films sur les pompiers en France. Et avec ces moyens-là en plus, avec des grands moyens, où vraiment on a le soutien de la BSPP, on a du matos de la BSPP, on a des consultants de la BSPP qui sont là sur place avec nous tous les jours. Donc ça, c'est une grande chance. Et puis ça nous permet de toucher un peu à ce monde qui est assez extraordinaire. Tu nous parlais tout à l'heure, Maximilien, quand on était à la pause café juste avant, d'un autre beau film sur les pompiers. Ouais. Non, j'en ai regardé quelques-uns pour se documenter. Ouais, pour me documenter un peu. Il y a des films américains qui sont très très drôles sur les pompiers, comme Backdraft, qui à mon avis est un film très, très populaire, ouais, culte exactement, où les mecs débarquent dans des feux incroyables, en chemise ouverte, avec des manteaux ouverts. C'est pas le professionnalisme de la BSPP. C'est extraordinaire, sans gants, c'est fabuleux. C'est très très drôle, ils ont les cheveux très très longs. C'est pas un exemple à suivre. Ils se prennent des douches avec c'est génial. Non, c'est très très drôle, c'est très bien fait en fait, mais c'est pas très réaliste. Ouais. Non, mais c'est un autre film qui s'appelle Only the Brave. Je sais pas c'est quoi le titre en français. C'est un film sur les feux de forêt en Californie. C'est sur les deuxièmes lignes qui attaquent les feux de forêt en Californie. Et c'est un très très beau film. Il y a un acteur connu qui s'appelle Josh Brolin qui joue dedans. Et c'est vraiment un très très beau film sur une brigade comme ça qui est assez modeste dans une petite ville de province californienne. Et ils veulent devenir des premières lignes. Et du coup, ils doivent passer des examens qu'ils doivent passer pour pouvoir devenir des premières lignes. Les premières lignes sont souvent plus dans les grandes villes. Et ils sont envoyés des grandes villes vers les feux de forêt. Et eux, ils sont dans une petite ville, mais ils ont carrément les moyens de devenir des premières lignes, mais simplement, ils ne font pas partie de cette élite supposée des grandes villes. Et c'est un très très beau film qui se termine pas très bien malheureusement. Mais ça renvoie à des questions intéressantes, ces premières lignes, ces deuxièmes lignes. On ne choisit pas finalement quand on est pompier l'intervention sur laquelle on va participer. Et d'ailleurs, comment on gère la suite de l'intervention? Parce qu'il y a une montée d'adrénaline, une fatigue physique, on a vécu quelque chose d'intense. Comment on gère la suite en fait? Le quotidien qui reprend? Après l'intervention ou pendant l'intervention? Après l'intervention. Après l'intervention, comme je disais tout à l'heure, étant donné que c'est très très médiatique, pour ma part, je ne m'en suis pas trop rendu compte sur le coup, mais c'est après les coups de téléphone qui ont afflué, tout ça, les chaînes de télévision qui voulaient faire les interviews. À un moment, ça m'a fait bizarre. Et après, on a été reçus à l'Élysée par le président de la République, quand même. une dizaine de jours après, avec M. Macron, qui nous a mis en avant, qui nous a serré une poignée de pain, et puis on a fait un petit cocktail très très sympathique.
à faire. J'imagine. Je recommande. Dans les jardins. Ouais, Dans les jardins, on essaiera derrière de- l'Élysée. Après, bien entendu, il y a une certaine fierté avec les appels, votre famille, tout ça, qui vous sollicitent et qui vous demandent réellement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, c'était toi, c'était pas toi, c'est vrai, c'est toi. Oui, c'est moi. Comment on revient sur Terre après tout ça et comment on reprend? Parce qu'aujourd'hui, tu es chef de centre, on est aujourd'hui à Villemomble, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit en intro, en Seine-Saint-Denis, tu es chef de ce centre de secours. Comment on reprend un travail normal, une vie normale après tout ça? Bah, ça passe très vite et puis il faut se remettre vite sur les rails parce que notre quotidien fait que, comme vous disiez, on est amené à faire des interventions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas à l'avance tout ça. Donc on peut partir sur un incendie, sur un square victime, sur une personne sous le métro, n'importe quoi. Donc il faut être préparé. Comme disait Maximilien, on s'entraîne tous les matins pour préparer, acquérir cette expérience. Donc on tourne vite la page. Mais après, on l'a toujours dans le coin de la tête, pour ma part. Moi, ce qui me fascinait quand je suis un peu rentré dans ce monde des pompiers, c'est la rigueur, évidemment, mais la gestion du temps. Et ils ont un sang-froid qui est incroyable en opération, parce que la sonnerie à 3h du matin, et en 3 minutes, ils doivent être en train de partir avec le camion. Donc cette gestion de ces 3-4 minutes, en fait, où ils doivent savoir où aller, comment, la répartition des tâches, cette organisation est incroyable. Et après, sur place, le sang-froid qu'ils doivent avoir, cette gestion des nerfs et du stress, c'est vraiment... Ça force le respect. Ouais, ça force le respect, c'est vraiment... S'il y a un endroit où on peut utiliser ce terme, je pense que c'est bien ici, c'est quelque chose d'assez élite, c'est de l'élite. C'est vraiment de l'élite, physiquement, mentalement, c'est assez extrême ce que vous faites. Mais j'étais assez facile, ouais, c'est vrai. Et se dire que vous le faites pour sauver Notre-Dame de Paris, mais aussi pour accompagner un enfant qui en a besoin à l'hôpital parce qu'il a une détresse et que ses parents sont dans la détresse à un moment donné. Enfin voilà, chaque intervention compte en fait. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre, même s'il y en a des plus médiatiques, des plus mémorables, qui marquent plus. Bien entendu, vous avez tout résumé. Il y en a certaines qui nous mettent plus à l'honneur, mais toutes les interventions sont importantes et on se doit d'y répondre. Et c'est pour ça qu'on aime tant les sapeurs-pompiers en général, mais surtout cette unité d'élite qui est la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Merci beaucoup Rémi de nous avoir accueillis dans ton centre de secours. Merci ici. à vous. Merci Maximilien d'avoir endossé ce beau rôle de pompier dans ce film qu'on recommande à tous, Merci, Notre-Dame brûle, plaisir. de Jean-Jacques Hano. Et puis un message particulier pour les 300 pompiers, un peu plus même je crois, qui sont intervenus ce jour-là, ce 15 avril 2019, pour sauver Notre-Dame de Paris, sauver aussi ce qui pouvait l'être à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Et on élargit bien sûr ces remerciements à l'ensemble de cette profession, de cette belle profession de sapeur-pompier. Et Maximilien, on espère te voir dans plein d'autres films. On te suivra dans ta carrière parce que voilà, Merci tu es un beaucoup. peu l'un des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas. Merci à vous.